never thought this nostalgia things that could be everlasting. Who's in front of me? Like what you did, like what you did for the first and the last time. Salut, nouvelle vidéo où je vais vous parler des différents types de leurres, donc en 3 parties. La première qui va donc traiter des leurres souples, la deuxième sur les leurres rigides, et enfin la troisième sur les cuillères, donc qu'elles soient vibrantes ou tournantes. Alors donc, tout d'abord au sujet des couleurs. Donc il y a une règle générale que l'on utilise. Donc on vient utiliser les types de couleurs rouge, orange pour pêcher donc près de la surface. Donc voilà, ce type de couleur rouge orangé. Apparemment c'est des couleurs qui vont donc bien se voir proche de la surface, mais en profondeur on va avoir du mal à les distinguer. Donc c'est pour ça qu'on vient privilégier ces couleurs. Ensuite le bleu. Donc les couleurs bleues et vertes, elles vont être appréciées plutôt pour le fond de l'eau. Donc parce que c'est des couleurs apparemment qu'on arrive à distinguer à une certaine profondeur. Ensuite, le blanc, lui, c'est une couleur passe-partout, donc qu'on va utiliser tant à une certaine profondeur que proche de la surface. Ensuite, le fluo, qu'on va privilégier dans les grands fonds des lacs ou en mer. Et ensuite le translucide, donc lui qui va plutôt servir pour faire ressortir les reflets du soleil. Donc quand on va avoir beaucoup de soleil, on va utiliser ce translucide qui va pouvoir donc utiliser les reflets pour être plus visible. Donc voilà pour les couleurs. Alors par rapport aux couleurs aussi c'est pareil, on va préconiser d'utiliser les couleurs les plus passe-partout pour le début de la pêche, et au fur et à mesure des essais on va aller utiliser des couleurs un peu plus criardes, parce que on vient toujours commencer donc par le plus discret, et au fil de la pêche et donc des essais on va essayer des choses un petit peu plus risquées, et donc ne plus hésiter au fil du temps à utiliser des couleurs un peu plus criardes. C'est pareil par rapport donc à ce qu'on va essayer de pêcher. Si par exemple on va essayer d'attraper du carnassier type brochet, sachant que le brochet est friand de perche, ce qui est pas mal aussi, c'est d'utiliser des couleurs qui vont donc rappeler les couleurs de la perche, pour que donc le brochet soit leurré et puisse penser qu'il s'attaquerait à une perche. Donc voilà, c'est penser donc à utiliser la couleur par rapport à la profondeur, comme je le disais, les rouges par rapport proche de la surface, bleu vert en profondeur. Donc pensez à ces couleurs là par rapport à la profondeur à laquelle vous allez pêcher, et pensez aussi donc au type de poisson que vous recherchez, et donc essayez de retrouver des couleurs proches de la proie que vous essayez d'imiter, quoi. Voilà pour les couleurs. Encore une petite info par rapport à ces couleurs. Voilà, je voulais dire donc au fil de vos essais, vous fixez pas forcément à ces règles préétablies, parce que donc on a pu, par rapport aux expériences de certains pêcheurs, on peut voir que des fois donc ces règles vont être contredites, parce qu'on va donc s'acharner à pêcher en profondeur, par exemple, et utiliser du bleu et du vert, mais donc se rendre compte que tel jour, sur tel type de spot, ça ne va pas fonctionner. Donc n'hésitez pas à bouleverser les codes de couleurs, d'essayer des choses, et donc si vous voyez qu'une couleur marche à telle profondeur, persistez dans cette direction. C'est-à-dire que donc ces couleurs que l'on va préétablir sur des types de profondeur de pêche peuvent changer d'un jour à l'autre par rapport au type de poisson qu'on va rencontrer, par rapport à la température ou au lieu de pêche. Donc soyez imaginatif, essayez des choses, et puis persistez quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui fonctionne, continuez dans cette direction. Alors au sujet de la taille maintenant des leurres, la première chose dont je vais vous parler, ça va être donc par rapport à la discrétion, comme la couleur. Donc au départ on va essayer de prendre des couleurs passe-partout, mais on va essayer de prendre aussi au départ des essais qu'on va faire, prendre des petits poissons pour éviter les gros ploufs, donc de faire fuir.
Et puis donc tout doucement, donc, commencer par des petits pour ne pas effrayer les poissons qu'il peut y avoir environnant, et au fil des essais, n'hésitez pas à prendre plus grosse taille. Ensuite, je voudrais vous parler des habitudes alimentaires. C'est-à-dire que certains poissons vont avoir plus d'alimentation à certaines saisons de l'année et moins à d'autres périodes. Donc par exemple en période d'été où il y a plein de petits poissons qu'on va trouver dans les cours d'eau, dans les plans d'eau, les carnassiers ne vont pas être friands de grosses proies, puisque ayant plein d'alimentation, ayant plein de poissons partout, ils vont plutôt être tentés par l'attrape de petits poissons que de gros dans des périodes donc où il y a plein de poissons partout. Donc soyez logique par rapport aux habitudes alimentaires du poisson et par rapport à la saison à laquelle vous voulez pêcher. Donc maintenant par rapport à la forme de votre leurre, donc juste essayez simplement d'être cohérent par rapport au type de proie que vous allez trouver par rapport à là où vous êtes. Donc ne mettez pas le genre de leurre avec une forme de poisson ou de proie qu'on ne peut pas trouver là où vous êtes, au risque donc de faire fuir le poisson que vous essayez d'attraper. Alors maintenant je voudrais vous parler donc des différentes familles que l'on va trouver donc toujours dans les leurres souples, parce que donc quand on arrive dans les magasins ou même sur les sites internet, on se rend compte qu'il y a énormément de variétés donc de ces leurres souples. On ne sait pas trop dans quelles circonstances les utiliser, et donc on est très vite perdu, on ne sait pas trop comment les appeler, comment les discerner entre eux. Donc j'ai réussi par une petite recherche à vous les différencier donc de manière très simple. Donc tout d'abord, je vais donc vous parler des leurres qu'on appelle les grubs ou virgules. Donc ils se reconnaissent tout simplement grâce à la queue en forme donc de virgule. Et donc cette queue qui va produire dans l'eau au moment donc de ramener le leurre une grande vibration. Donc ce qui va permettre aux poissons donc on va essayer d'attraper, donc de repérer notre leurre non pas uniquement par la vue, mais aussi par les vibrations que va produire donc la queue. Donc là dans les mains j'ai pas seulement un leurre donc qu'on appelle virgule ou grubs, mais aussi un leurre qu'on appelle Sandra. Donc ils sont tous marqués comme ça. C'est donc tous les leurres qui sont de type virgule avec des trous dans cette même virgule. Donc là j'en ai un jaune, j'en ai aussi un rose, donc qui se présente exactement de la même forme, avec le même type de tête, mais donc c'est les trous dans la queue qui vont différencier cette petite appellation donc que je rappelle s'appelle Sandra. Donc on peut trouver des types de poissons avec cette forme donc de queue en virgule sans les trous, qui sont donc des grubs ou des virgules, comme je viens de le dire. Et donc vous voyez là j'en ai par exemple un, donc il y a aussi donc un type de queue en virgule, cette fois-ci même vers le bas, mais donc sans les trous. Donc avec les trous qu'on appellera Sandra, et sans qu'on appellera juste virgule ou grubs. Voilà, donc l'orientation vers le haut ou vers le bas, ça ne change pas l'appellation a priori. Ensuite, donc, on va distinguer aussi un type de leurre qu'on appellera les worms ou les vers tout simplement. Donc ça va être tous les leurres qui vont avoir cette forme là un petit peu caractéristique, un peu bosselée. Là en plus j'ai un worm donc avec une queue en virgule. Donc ça n'empêche que l'appellation donc de ce type de leurre sera du worm. Et donc comme on le voit donc dans ce que j'ai dans les mains, on peut en trouver avec ou sans queue en virgule, donc qui vont permettre une vibration dans l'eau plus importante. Et donc il existe, comme je viens de le préciser, des worms sans cette queue en forme de virgule. Ensuite, on va trouver le type de leurre qu'on appellera les shads. Donc ça va être le type et la forme de poisson la plus simple possible. Et donc là, on va pas trouver non pas une queue en forme de virgule, mais une queue toute simple, qui va être donc plate à l'extrémité, et donc qui va toujours produire une vibration dans l'eau, mais cette fois-ci moins importante que celle en type de virgule. Donc voilà, donc ça, ce type de poisson, on appellera ça le shad. Un autre type, donc toujours le shad, mais d'une autre marque et d'un autre aspect légèrement différent. Donc là aussi, on peut voir qu'il y a des yeux. Alors les yeux, c'est pareil, on en parle dans certains posts, dans certains articles. Donc certains poissons vont repérer les yeux avant d'attaquer. Donc c'est pour ça qu'on va trouver des leurres avec, et d'autres où donc on va avoir une petite forme, mais ils ne vont pas être dessinés ou
représentés avec les mêmes détails. Donc encore un shad, encore un ici. Donc ce sont des poissons avec une queue plate et non pas en virgule comme les autres. Ensuite, on va trouver donc un autre type de leurre souple qu'on appellera le jerkbait. Donc le jerkbait, c'est ce type de poisson mais avec une queue donc non pas en virgule ni avec une extrémité plate, mais donc là la queue va être effilée. Donc à la différence de l'autre, c'est que ce poisson, une fois dans l'eau et une fois qu'on va le ramener, la queue ne va pas produire de vibration. Ça va être donc l'animation que va produire le pêcheur en ramenant son poisson qui va faire donc danser, qui va donc animer le leurre et non pas tout simplement l'action de ramener qui va faire bouger cette queue et faire donc l'animation et le mouvement du poisson dans l'eau. Donc ce type de poisson à la forme effilée, c'est donc ce qu'on appelle le jerkbait. Et ensuite, le dernier type de leurre que je vais vous présenter, ce sont donc ceux qu'on appelle grenouilles ou créatures. Donc ça va être toutes les formes de leurre qui donc n'auront pas une forme de poisson ou de ver classique. Donc là, on a un leurre en forme d'écrevisse. Ici, ça va être un leurre en forme de grenouille, mais on va aussi en trouver en forme de petits poulpes, voilà, de petits calamars. Donc voilà, c'est ce genre de leurre, on appellera ça le type grenouille ou créature. Maintenant, je voudrais vous parler d'un petit détail aussi que l'on peut trouver dans certains leurres que l'on va acheter. C'est ce que l'on appelle les attractants. Donc les attractants, c'est tout simplement un produit qui va être donc dans certains leurres, qui va donc donner un certain goût, une certaine odeur au leurre, ce qui va permettre non pas d'attirer le poisson, c'est pas donc apparemment, donc ce n'est pas l'attractant qui va faire que les poissons vont forcément sentir de loin et venir attaquer votre leurre, mais ça va plus changer donc par rapport à l'attaque des poissons. Donc c'est-à-dire que au lieu que l'attaque soit furtive, au moment où le poisson va venir attaquer le leurre, il va donc sentir cette odeur, ce goût, ce qui va faire que l'attaque va être plus franche. Donc voilà, donc ça peut quand même permettre d'avoir un petit peu plus de touche, d'avoir un petit peu d'attirer un peu plus le poisson, mais l'attractant a donc l'utilité donc de permettre des attaques plus franches, plus que d'attirer plus de poissons. Petite chose aussi par rapport aux attractants. Donc quand on vient installer donc les hameçons ou les hameçons plombés sur nos leurres, donc qui sont équipés d'attractants, on déconseille fortement de laisser donc l'hameçon à l'intérieur de celui-ci, puisque donc comme ils sont munis d'un produit qui permet donc de dégager cette odeur donc d'attractant, en laissant l'hameçon dedans, ça pourrait donc faire rouiller l'hameçon et donc dégager donc de la rouille et tout simplement nuire à la qualité de l'attractant et puis endommager votre matériel. Donc petit conseil, si vous avez des poissons, des leurres souples donc avec de l'attractant, ne laissez pas vos hameçons ou hameçons plombés à l'intérieur au risque de les voir rouiller. Donc pour ce qui concerne les leurres rigides, alors donc pour parler de la couleur maintenant ne va plus se choisir de la même manière, c'est-à-dire que quand on vient choisir un leurre rigide, on vient le choisir par rapport à là où il va aller, donc c'est-à-dire plus en profondeur ou alors plus en surface, et donc à ce moment-là on va choisir un leurre aux couleurs et à l'an, là où on souhaite. Donc du coup, par rapport donc à ce type de leurre, on va plutôt donc choisir un leurre qui va ressembler à la proie que l'on recherche à imiter. Donc là par exemple j'ai dans les mains un tout petit leurre rigide et donc on peut le voir, voilà, il a des toutes petites taches. Donc ces toutes petites taches et cette forme significative va nous faire penser donc à une truite. Donc là on va tout simplement imiter une petite truite pour qu'un carnassier soit intéressé par celle-ci. Donc ensuite, on va donc choisir par rapport à la couleur, donc par rapport donc là où il va aller, là où le leurre va évoluer. Mais on va aussi le choisir donc par rapport à la taille. Donc tout comme le souple, on va choisir la taille du leurre par rapport donc au type de carnassier qu'on vient rechercher, et donc par rapport à l'appétit qu'il va pouvoir avoir, par rapport donc à son type d'alimentation du moment. Je vais vous parler tout d'abord
du jerkbait. Donc le jerkbait, c'est le type de leurre rigide que l'on trouve le plus. Donc ils sont voilà, de ce type là, avec une bavette ou pas. Cette bavette permettant, selon la taille et l'inclinaison, de faire évoluer, donc d'avoir un poisson qui va évoluer à une certaine profondeur dans l'eau. Ensuite, très proche de ce type de poisson, il existe un autre type qui s'appelle le crankbait. Donc le crankbait par rapport au jerkbait, il va énormément lui ressembler, à la différence qu'il va être beaucoup plus trapu. Donc une tête plus grosse, un corps plus court, une bavette aussi. Et donc celui-ci va, de par sa forme, de par son gabarit, va vibrer énormément dans l'eau, beaucoup plus que le jerkbait. Et en plus de ça, il vient directement au moment donc de l'animation, au moment où on vient ramener donc le leurre, il vient donc plonger, taper au fond de l'eau, et en tapant au fond de l'eau avec cette bavette, il vient donc créer un petit nuage de poussière, et ce nuage de poussière donc a des chances d'attirer un carnassier, un prédateur. Donc voilà, le crankbait qui va avoir cette petite différence d'être plus trapu, donc de vibrer plus dans l'eau, et de taper au fond, et en tapant au fond va créer un petit nuage de poussière qui va attirer donc le carnassier. Ensuite, deux types de leurres rigides qui vont évoluer en surface. Alors, tout d'abord, le popper. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Donc c'est un poisson c'est un leurre qui va flotter et qui donc en le ramenant à la surface de l'eau, avec cette particularité d'avoir une bouche ouverte, va produire un pop. Donc c'est en fait le bruit de l'eau sur cette ouverture. Ça va faire un petit claquement qui va donc produire un pop, d'où le nom popper, qui est censé imiter un poisson en difficulté. Donc voilà, et donc on va faire une animation ou régulière, ou alors en faisant des petits arrêts réguliers aussi, ce qu'on appelle le stop and go. Et donc voilà, un type de leurre rigide en surface. Ensuite, deuxième type de leurre en rigide en surface. En toute logique, ça va être le même principe que le popper, sauf que là, cette fois-ci, il n'y aura pas cette fameuse ouverture, donc cette bouche ouverte. Et donc voilà, donc là pareil, il va évoluer en surface. Et donc à la différence du pop, il n'y aura pas le pop, à la différence du popper, il n'y aura pas ce fameux pop qui fera donc un bruit significatif. Et donc ça évoluera par contre de la même manière à la surface de l'eau. Donc à la différence du popper, pourquoi ? C'est que le popper donc a cette particularité du bruit. Le bruit du poisson donc, qui fait ce pop est significatif d'un poisson en difficulté. Et le poisson en difficulté peut attirer du carnassier, mais peut aussi faire fuir le poisson. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux types. Et donc moi il est conseillé d'utiliser d'abord un leurre de surface classique avant d'utiliser le popper, car avec le popper on risque de faire fuir les autres poissons. Ensuite, il va exister le swing bait ou le big bait, qui va être un type de leurre rigide qui va être destiné aux gros carnassiers. Donc là, ça va faire un tri. Et donc, seuls les gros carnassiers vont être attirés par celui-ci. Donc là, j'en ai un qui est articulé, qui a plusieurs articulations avec une bande de tissu à l'intérieur. Et donc découpé en petits morceaux qui permettent de faire une nage la plus naturelle possible. Donc, tout en sachant qu'il en existe en un seul bloc. Et donc voilà, ce sont des gros leurres destinés aux gros carnassiers. Voilà pour les différents types de leurres rigides que l'on peut trouver. Alors je voudrais maintenant vous parler des différents types de cuillères qu'il existe. Donc j'en ai distingué trois. La première qui va être la cuillère que l'on connaît tous, qui est la cuillère tournante. Donc on l'appelle comme ça parce qu'elle vient tout simplement tourner autour d'un axe. Ensuite on va avoir la cuillère ondulante. Donc elle a une forme un petit peu particulière. On peut le voir sur celle-ci, on verra peut-être mieux. Voilà, sur celle-ci. Donc c'est une cuillère qui au moment de l'animation va onduler dans l'eau. Et ensuite que j'ai classé dans le type des cuillères qui va être donc la lame vibrante. Donc la lame vibrante qui elle va plus avoir l'apparence d'un poisson de manière un peu plus claire. Donc voilà les trois types de cuillères.
Alors pour ces trois types de cuillères, on va toujours les trouver sous plusieurs tailles. Donc par exemple, l'ondulante, on peut tant trouver sur ce type de taille, donc de très grosses cuillères, qu'on va trouver encore plus grosses pour le silure par exemple, ou alors sur des petites. On va aussi avoir le coloris qui va changer. Donc on peut trouver des couleurs grises classiques, ou alors des couleurs un peu plus farfelues, là vert jaune rouge pour ce type là. Et ensuite, donc, pour les cuillères ondulantes, ça va être la taille qui va faire le poids, mais donc c'est pareil. Là, cette fois-ci, pour les cuillères tournantes, ça va être donc le poids se trouve ici. Donc c'est en fait la petite, ça fait comme une barre assez épaisse. Donc c'est ça qui fait office de plomb. Donc c'est ça qui vient plomber notre cuillère. Donc en fonction de la cuillère qu'on va acheter, il y a donc, on va se diriger par rapport à un poids aussi que l'on souhaite avoir. Donc comme généralement les leurres, on vient se choisir ça par rapport à la taille, au poids et à la couleur. Alors je vais maintenant m'attarder un petit peu plus pour vous détailler le fonctionnement de la cuillère tournante. Donc comme je l'expliquais au départ, donc le principe de celle-ci, c'est qu'au moment de l'animation, la palette va tourner autour d'un axe. Et donc en tournant, ça va produire un reflet, donc qui va ressembler au flanc d'un poisson blanc qui vient nager dans l'eau. Et donc cette rotation va aussi produire une vibration dans l'eau. Donc ça va être le côté visuel pour l'imitation d'un poisson blanc qui nage, mais aussi les vibrations que va faire cette cuillère qui vont attirer le poisson. Donc cette cuillère tournante n'aura pas besoin d'animation particulière. Une récupération linéaire suffira à la faire tourner. Après, faire attention de choisir, de mouliner à une certaine vitesse, parce que donc à trop faible vitesse, on n'aura pas assez de déplacement de l'eau pour faire tourner la cuillère, et trop vite, bon alors elle tournera trop vite, mais bon après c'est une question de si on va aller trop vite, on risque de faire fuir, etc. Donc il faut trouver le bon compromis de vitesse pour avoir une vitesse suffisamment rapide pour la faire tourner, mais pas trop non plus. Maintenant la cuillère ondulante. Donc cette cuillère, la différence de la cuillère tournante, elle va avoir besoin d'une animation particulière pour lorsqu'on va la ramener, pour qu'elle soit efficace. Donc parce que donc comme la cuillère tournante, donc ça va être son ondulation dans l'eau qui va donc attirer le poisson et les vibrations que cette ondulation va produire. Seulement, donc pour qu'elle fasse une belle animation et pour que ce soit suffisamment attractif pour le poisson, donc il y a une technique d'animation qu'on utilise pour la rendre plus efficace. Donc elle est assez simple, je l'ai pu la trouver de manière aussi bien expliquée par Skarna Fishing. C'est un youtubeur connu pour les gens qui s'intéressent à la pêche, Donc par rapport à une petite vidéo qui s'appelle Voir tuto, cuillère ondulante, l'animation qui va bien, qui dure 1 minute 30, il explique super bien donc une technique d'animation que lui utilise. Et donc ce principe de base me plaît bien, du coup c'est pour ça que je vous la réexplique verbalement. Donc en fait, il suffit tout d'abord au départ de lancer sa cuillère. Ensuite on vient la ramener de manière linéaire, donc en la ramenant, celle-ci va remonter et onduler légèrement. Ensuite on vient faire un coup de sillon qui vient la faire vibrer un petit peu plus vite. Donc ça monte, je vais reculer pour avoir un peu plus de champ. Donc on vient là, hop, la remonter, mettre un coup de sillon, hop, pour vite la faire onduler. Ensuite on marque une pause, comme ça elle vient redescendre dans l'eau, et on remouline pour qu'elle remonte, un coup de sillon, on fait une pause. Donc les séquences, ça fait lancer, on ramène, un coup de sillon, on laisse retomber, on ramène, un coup de sillon, on laisse retomber, etc. etc. Après bien sûr on vient faire cette animation à la profondeur qu'on le souhaite, au début plus en surface, et au fil des essais on vient le faire plus ou moins en profondeur.
Voilà, donc après cette animation, elle vient, comme je dis, le principe de cette animation, donc c'est les pauses surtout pour laisser la cuillère retomber et faire une autre animation, parce que donc on a l'animation de récupération simple qui va faire onduler simplement, mais aussi l'action de retomber vient faire un effet particulier qui peut aussi attirer le poisson. Donc l'animation, on va la faire avec 2 coups de fion si on le veut, on peut donc la personnaliser comme on le souhaite, mais donc les moments de pause sont super importants, et les coups de fion aussi. Après on peut faire donc 1, 2, 3 coups de fion, faire des pauses plus ou moins lentes, ça c'est au bon vouloir de chacun. Maintenant je vais vous parler de la lame vibrante. Alors cette lame vibrante, j'en ai qu'une à vous montrer en exemple, donc c'est celle-ci, elle se représente souvent donc en forme de poisson. Elles sont assez fort lestées, donc celle-là elle fait, c'était marqué ici, voilà, elle fait 21 grammes, donc on trouve rarement des petits poids, donc là c'est un poids quand même, voilà, à partir de 15-20 grammes on va trouver ça il me semble. Donc comme on peut le voir sur cette lame, on a plusieurs trous de fixation sur lesquels ils ont mis une agrafe, donc là il y en a 4, et en fait plus on vient accrocher donc notre fixation, plus on vient sur l'avant du poisson, et plus le poisson va avoir une animation forte et rapide. Et plus on vient attacher la grappe vers l'arrière, et plus l'animation sera douce et lente. Voilà. Donc c'est un système qui permet de modifier la nage du poisson de manière simple, en dégrafant et réagrafant sur le trou qu'on le souhaite. Donc je le répète, pardon. Vers l'avant, on va avoir une nage plus rapide et plus forte, et vers l'arrière on aura une nage plus lente et plus douce. Voilà, donc cette lame vibrante par rapport à la cuillère ondulante ou la cuillère tournante, c'est un leurre qui va travailler beaucoup au fond de l'eau, de par son poids, ça coule très vite. Donc voilà, c'est une animation qui vient se faire au fond. D'ailleurs, comme on le voit, c'est pas un hameçon triple classique comme on trouve sur les cuillères autres, donc sur les cuillères tournantes ou ondulantes. C'est un hameçon double, et donc pour que quand ils viennent se poser au sol, éviter quand même un maximum les accrochages intempestifs. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, c'est un leurre qui vient raser les fonds, donc ils ont mis des hameçons de ce type là pour éviter d'accrocher à tout va. Voilà, donc l'animation de cette cuillère, comme je l'expliquais, elle va aussi être modifiée par rapport à l'accroche, à la grappe où on vient la mettre. Mais donc une animation classique suffira à animer ce type de leurre, avec des pauses de préférence. Donc pour cette lame vibrante, du coup, du fait que c'est un leurre qui vient travailler au fond, je déconseille fortement d'utiliser ce type de leurre sur des fonds encombrés, genre plein d'algues ou plein de rochers. Perso, donc de toute façon je m'en suis rendu compte, quand on l'a dans les mains, quand on voit un petit peu comment elle travaille, on se rend très vite compte qu'il faut éviter de l'utiliser sur des fonds sales encombrés, parce que c'est un coup vraiment à la laisser au fond. Alors en résumé maintenant, au sujet donc de toutes ces cuillères. Donc les cuillères tournantes, moi je les trouve très attractives quand il y a beaucoup de soleil, parce que justement le côté imitation du flanc du poisson, du côté blanc, avec le soleil ça vient refléter plus, et donc apparemment on a quand même d'assez bons résultats avec de la cuillère tournante, mais je pense qu'avec de la cuillère ondulante c'est le même principe, le côté blanc-gris vient refléter le soleil, et donc c'est très visible, et donc c'est un côté très attractant. Donc les cuillères de ce type, moi je les conseille fortement quand il y a pas mal de soleil, je trouve que ça marche plutôt bien. L'avantage aussi de ces cuillères tournantes, ou alors des lames vibrantes, ça va être qu'elles n'ont pas besoin d'une animation particulière pour être efficaces. Une animation linéaire suffit amplement à ce que ça fonctionne correctement. Juste par rapport à la cuillère tournante, à sonder, à travailler à la profondeur qu'on le souhaite. Donc en comptant les secondes, à partir du moment où le leurre touche l'eau. Autre petit conseil par rapport aux cuillères tournantes. Donc on en trouve à tous les prix dans tous les magasins, et certains matériaux comme par exemple le fil nylon ou des plombs, on peut se permettre d'acheter du bas prix
Par contre, pour ce type de cuillère, en fait, c'est quand même du matériel qui demande une certaine précision pour être efficace. C'est-à-dire que si le trou, par exemple, le trou de la palette n'est pas au centre, ça empêche donc un bon équilibre de celle-ci, et du coup la rotation ne va pas être bonne et la cuillère va se bloquer souvent. Donc j'ai eu le tour, hein, j'ai acheté une cuillère qui était de mauvaise qualité, et du coup à chaque fois que je la ramenais, elle ne tournait pas, elle se bloque et elle ne tourne pas. Donc je déconseille d'acheter ce type de cuillère qui a besoin, donc, comme je l'ai expliqué à l'instant, d'une certaine précision pour fonctionner correctement. Du coup, je vous déconseille d'acheter du bas prix pour ce type de matériel. Maintenant, pour reparler un petit peu donc, des cuillères, que ce soit les ondulantes ou les tournantes, alors comme on le voit, elles sont toujours ou presque équipées d'un hameçon triple. Et alors d'un hameçon triple, pardon, et donc qui vient à chaque fois se trouver à l'extrémité de celle-ci. Du coup, dès qu'on se retrouve avec la cuillère dans l'eau, je vais garder celle-ci pour l'exemple, ça va très souvent être l'hameçon qui vient toucher le sol en premier. Du coup, je déconseille fortement de s'amuser à racler le fond avec, parce que on va pas racler longtemps. Au bout d'un moment, l'hameçon vient se prendre quelque part, et donc la cuillère va s'accrocher, et vous allez multiplier les accrochages au fond et finir par en laisser un paquet au fond de l'eau. Du coup, quand on vient pêcher avec de la cuillère, avec de l'hameçon triple, je déconseille fortement de trop travailler au fond, et du coup plutôt de travailler sur des tranches d'eau un petit peu supérieures, pour éviter donc de s'accrocher à foison et de laisser les cuillères au fond de l'eau. Alors il y a un dernier type de leurre dont j'ai oublié de vous parler, dont on ne parle pas souvent parce que même s'il existe depuis quelque temps maintenant, c'est pas un leurre très connu. Donc il s'appelle le spinnerbait. Donc le spinnerbait, il se présente de cette forme-là. Donc là j'en ai un rouge d'une certaine taille et un vert d'une taille un peu plus petite. Alors, il se compose de plusieurs parties. En fait, le spinnerbait, c'est un mélange de deux types de leurres combinés ensemble pour donc multiplier le côté attractif de celui-ci. Donc, dans la partie supérieure, on trouve deux palettes. Ces deux palettes sont montées de manière à tourner, donc comme une cuillère tournante. Et ensuite, à l'autre bout de celui-ci, on vient trouver donc une jupe avec un hameçon simple. Et donc cet hameçon simple est là pour installer un leurre souple dessus. Donc en fait l'hameçon va être utilisé comme un hameçon plombé classique. D'ailleurs il est plombé, on le voit ici le plomb. Donc on vient mettre un leurre souple sur l'hameçon ici. On a nos deux palettes qui sont dans la partie supérieure. Et lors de la récupération du leurre, donc on a notre leurre souple qui vient travailler comme d'habitude, et on a deux palettes au-dessus qui viennent tourner, ce qui fait qu'on combine l'action d'une cuillère tournante et d'un leurre souple dans un seul appât. L'avantage de celui-ci, donc, c'est que, comme je le dis, il combine deux systèmes, c'est-à-dire qu'il est deux fois plus attractif pour le poisson, et en plus de ça, sa forme comme ça en V, ça évite les accrochages. Donc on a notre hameçon qui est dans l'axe du V, et donc dès qu'on va arriver sur un obstacle, le V va guider notre leurre pour éviter. Donc par exemple, si on a un obstacle ici, hop, ça va passer en dessous. Si on va avoir un obstacle en dessous, contrairement, hop, il va glisser et passer au-dessus. Donc ce type de leurre permet d'explorer des parties qu'on n'a pas l'habitude d'aller, parce que fort encombré par du bois, par des algues, etc. Donc voilà, c'est un leurre qui a l'avantage d'être plus attractif et en plus de passer partout, de par sa forme. Autre petit avantage du spinnerbait, ça va être le fait que, comme il est équipé de cuillères tournantes, il n'a pas besoin d'une animation particulière. Il n'est pas obligatoire d'être utilisé avec une animation particulière, car juste le fait de ramener va faire tourner les cuillères.
On n'a pas besoin de faire des animations vraiment en zigzag ou toutes farfelues pour réussir à animer ce leurre et d'avoir du résultat. Donc une animation simple suffit à un bon fonctionnement. Donc voilà, j'ai fait le tour du spinnerbait et maintenant je pense avoir fait le tour de tous les types de leurres, en tout cas que moi j'utilise, pour vous expliquer un petit peu comment les différencier et trouver un petit peu les plus et les moins de chacun. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine pour donc la nouvelle vidéo qui sera je ne sais pas encore sur quel sujet. On va très vite travailler dessus, comme ça on se revoit très vite pour la nouvelle vidéo. Salut!